L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Lundi 8 juillet 2024, mesdames et messieurs, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est Le Monde en 52 minutes ce lundi. Je reçois Morgane Asokba Metondi, consultant géopolitique. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. L'actualité est énorme, elle est de ouf comme dirait l'autre. Assez dynamique en plus. Alors, nous allons démarrer par le sommet de l'ASE. Niamey a officiellement acté l'acte de naissance de leur institution. Du côté de Abuja, il y a eu le sommet de la CEDEAO et nous allons terminer bien entendu par les législatives françaises. Quels sont les grands enseignements? Alors, je l'annonçais tout à l'heure, Morgane, du côté de Niamey, nous avons assisté à la naissance officielle de l'Alliance des États du Sahel, Confédération des États du Sahel. On aura le temps d'en discuter autour de cette émission depuis le 6 juillet 2024. L'acte de naissance officiel de l'AS a été acté par Assimi, Ibrahim et Abdourahmane. En effet, je pense qu'ils sont passés à l'acte. On a eu des déclarations jusque-là, on a eu une confirmation de cette déclaration, on a eu des attitudes qui ont montré que il y a des déplacements diplomatiques qui accompagnent l'initiative. Mais ce n'est que maintenant qu'on voit de façon assez pratique les trois dirigeants se réunissent pour discuter de cette vision qu'est l'Alliance des États du Sahel. Alors, est-ce que ce bébé qui vient de naître va avoir les conditions nécessaires pour grandir en sécurité, encore qu'il est né dans un contexte de sécurité où on veut trouver le moyen le plus efficace de ramener le sécurité. C'est quand même un bébé qui a 3 parents, c'est pas à négliger. Non, déjà 2 parents c'est difficile, mais quand on a 3 parents, vous savez, quand c'est un bébé humain, ça se comprend. Mais nous sommes en train de parler d'un bébé étatique. Et il ne suffit pas d'avoir 3 parents pour naître et pour naître dans de meilleures conditions. Il y a plusieurs paramètres qui s'imposent dans le cadre des relations internationales. Paramètres géostratégiques, paramètres économiques et paramètres socioculturels. Et quand vous regardez tous ces paramètres et vous regardez la naissance de ce bébé sur le plan géostratégique, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur dans le contexte d'aujourd'hui. Sur le plan socioculturel, c'est difficile parce que nous parlons des États qui appartenaient déjà à un ensemble qu'on appelle la CEDEAO, et il y a une dynamique de CEDEAO des peuples qui est née. Ce nouveau bébé, si il devrait grandir dans des conditions strictes, conformes au droit international, cela ramène les populations à faire face à des questions de titre de séjour, à des questions de visa, à des questions de difficultés de déplacement des biens. La circulation des personnes et des biens. Tout ceci, même si c'était pas parfait au sein de la CEDEAO, il y avait quand même une avancée. Alors, nous savons tous que ce sommet était très attendu, aussi bien par les consultants géopolitiques que vous êtes, les analystes géopolitiques, nous les journalistes, y compris même les experts en relations internationales. Mais ma question, c'est de savoir, ce lundi, est-ce que vous, en tant que consultant en géopolitique, Morgane Asokba Metondi, votre curiosité a été suffisamment nourrie?
Pas vraiment, même si c'est quelque chose marquant sur le plan symbolique. La curiosité était quand même de pouvoir cerner de façon évidente ce que promet cette alliance des États du Sahel. Et quand je parle de façon évidente, on a suivi des discours, on n'a pas vu forcément des actes, ou même dans le discours, on n'a pas vu des perspectives d'action, on n'a pas perçu de façon évidente le plan d'action sur lequel est en train de se construire cette alliance des États du Sahel. On sait que c'est un bébé, mais on ne sait pas encore ce que ce bébé devra avoir comme alimentation, ce qu'il devra avoir comme cadre de développement et ce qu'il faudra prendre en considération pour ce qui est de comment gérer le processus d'éducation de ce bébé. Et tous ces paramètres font que la curiosité n'est pas forcément satisfaite, mais il est clair et évident que les trois pays sont dans une dynamique de matérialiser cette idée d'alliance des États du Sahel et même de confédération, comme ils l'ont dit. Alors, justement, au regard des informations glanées ça et là, peut-on dire véritablement que ce sommet a eu de nouveaux enjeux que personne ne connaissait d'avance? Pas forcément. Vous savez, s'il faut être objectif, on dira non. Tout ce dont on a pu parler à c'est ce qu'on sait déjà. Ouais. On sait qu'il y a une perspective de confédération. Bien avant même l'existence de l'AES, on a entendu le Burkina Faso se déplacer vers le Mali et parler d'une probabilité de fédération. On n'avait pas encore le coup d'État au Niger. Et on a entendu aussi, lorsqu'il s'agissait de négocier par rapport à cette question qui opposait le Mali à la Côte d'Ivoire, lors de la visite du Togo, on a entendu aussi parler de fédération. Mais aujourd'hui, on est passé à une dynamique de confédération. Oui, la dynamique est là. C'est quelque chose qu'on connaissait depuis. Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau de façon pragmatique qui est apporté à ce sommet. Alors, lors des discours de ce sommet, nous avons constaté que les choses n'avaient véritablement pas évolué. On continuait de dénoncer l'impérialisme et certains ont même déjà commencé par parler d'un éventuel fiasco. Oui, c'est justement la perspective, disons, des attentes des peuples. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les peuples ouest-africains, pour ne pas dire du monde en entier, ont accès à l'information, ont accès à l'histoire et peuvent s'éduquer rien qu'en allant sur les canaux, les médias. Donc, on sait... tout le monde, techniquement, Googleise et est conscient de l'impérialisme qui a existé entre-temps. On est aussi conscient des prouesses de certains leaders comme Sankara. Mais on est surtout conscient de tout ce qui se passe sur le plan géopolitique, comment est-ce que certains États travaillent pour leurs intérêts. Ce qu'on recherche, c'est surtout de façon pratique et pragmatique, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui est offert par cette nouvelle alliance? Qu'est-ce que ces États veulent réellement apporter? On a des initiatives séparées sur le plan du Burkina Faso. On a des réformes par rapport au système éducatif sur le plan de l'autre côté du Mali aussi. L'hymne national est déjà en Mossi, je crois, si je ne me trompe pas. Exactement. Mais la grande question, c'est est-ce que ces éléments sont les éléments fondamentaux dont les peuples de ces pays ont besoin. On sait qu'aujourd'hui, la question de la sécurité alimentaire est majeure. On sait que la question de la sécurité territoriale, de l'intégrité territoriale est majeure pour la prospérité des affaires. On sait aussi que la question du développement est une priorité pour ces pays, la capacité à identifier le développement qui convient à ces pays, qui s'inscrit généralement dans la plupart de leurs discours, consommer africain, penser africain, trouver les mécanismes qui pourraient permettre à l'Afrique d'avancer à son rythme, mais on ne voit pas les réflexions se matérialiser. Donc si l'Alliance des États du Sahel pouvait d'ici là nous apporter des plans d'action concrets, des initiatives assez concrètes, l'utilisation de l'expertise africaine pour développer des produits africains et permettre qu'on assiste pratiquement au même développement auquel on a assisté lorsque Sankara a dirigé le Burkina Faso pendant à peine 5 ans.
tous les historiens et tous les acteurs sont d'accord sur le fait qu'on a eu un progrès majeur. Est-ce qu'aujourd'hui, ces différents acteurs faisant partie de cette alliance sont capables de reproduire le même scénario, du moins en termes de progrès, parce que le contexte a naturellement changé? Alors justement, nous savons tous que lors de ce sommet, c'était très attendu. Et on a également constaté qu'ils n'ont pas loupé la CEDEAO. Résultat des courses, ils ont acté leur retrait définitif de l'institution. Alors, est-ce que, comme diraient certains consultants géopolitiques, vous êtes du même avis lorsqu'ils disent « les enfants s'amusent » ? Il s'agira de savoir de quel enfant on parle. S'il s'agit de regarder l'âge de ces leaders, ce ne sont pas des enfants. Et quand il faut regarder tout le matériel ou toute la marge de manœuvre dont ils disposent, ils sont très loin d'être des enfants. Mais s'il faut regarder l'institution qu'est l'AES, on peut comprendre que c'est une institution naissante qui n'a même pas encore 1 an, et on pourrait l'appeler enfant. Mais de façon pratique, non, les enfants ne s'amusent pas. Vous avez là des leaders qui s'asseyent et qui décident quand même de rendre formel, de rendre effectif une décision qu'ils ont prise. Maintenant, dans le contexte des relations internationales, c'est ce qu'on pourrait appeler acte unilatéral de l'institution, de l'alliance. Et on a aussi eu à l'époque des actes unilatéraux de chaque chef d'État qui a lu un discours qui montre que chacun de façon individuelle entre dans une dynamique collective qui est de partir. Et ils avaient dit à l'époque dans leur communiqué que c'était immédiat, à effet immédiat. Donc, oui, mais on a dit effet immédiat, mais on s'est rendu compte que c'est le samedi sujet que ça a vraiment été immédiat. Non, donc, même à dire que ils n'envisagent même plus un certain marche arrière ou un rétropédalage. Est-ce que c'est vraiment définitif de chez définitif? Non, vous savez, le caractère définitif s'apprécie par rapport à l'acteur et à ce qu'il est capable de faire. Vous et moi, on a vu les mêmes images où le président burkinabé a montré, voilà. Oui, c'est un document qui a été signé par un chef d'État ou par plusieurs chefs d'État. Et quand plusieurs chefs d'État s'asserront encore et signeront un autre document, vous allez vous rendre compte que ce document aura plus de valeur que celui qui vient d'être signé. C'est pour dire simplement que le caractère définitif ici est considéré par ces 3 acteurs qui estiment qu'ils sont arrivés à un point où ils sortent de façon définitive de la CEDEAO et officielle. D'ici quelques années, il se pourrait qu'un autre leader du Mali ou du Burkina Faso ou du Niger décide de revenir à la CEDEAO. Et ce n'est pas qu'il se pourrait. Oui, mais c'était le même choix par rapport à la Mauritanie. Quand la Mauritanie a décidé de claquer la porte de la CEDEAO, on avait espoir que non, la Mauritanie reviendra de meilleurs sentiments. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà pratiquement, quasiment à presque 50 ans, si vous voulez. Oui, l'année prochaine, ça fera quand même qu'ils sont partis, mais bon, 45 par là, qui sont partis, mais il n'y a pas eu cette envie de revenir à l'institution régionale. Non, il y a eu l'envie. L'envie ne s'est pas juste matérialisée parce que plus tard, on a eu des leaders mauritaniens, pour ne pas dire des leaders morts, qui étaient observateurs lors des sommets. Parce mais qu'ils ça ne suffit pas, puisque le Tchad aussi, à un moment donné, le Tchad était État observateur au niveau de la CEDEAO. Alors, ce qui a fait que la Mauritanie n'est pas forcément revenue entièrement lorsqu'elle voulait revenir, c'est parce qu'il y a eu des conditions qui ont été imposées. Vous savez, même au niveau de l'Union européenne, c'est pas tous les pays qui deviennent du jour au lendemain membres de l'Union européenne. Il y a un processus où vous êtes d'abord observateur, ensuite on essaye d'évaluer votre capacité économique et politique. Est-ce que vous apporterez réellement de la plus-value à l'Union et est-ce que votre situation économique ne posera pas de problème? Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec la Mauritanie. Mais pour revenir à ces 3 pays, ces 3 pays ont été membres fondateurs de la CEDEAO. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça signifie que l'idée même de cette intégration régionale, ils ont contribué hautement à cette idée. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, quand vous regardez l'espace ouest-africain qui entre dans l'aspect CEDEAO, il y a une CEDEAO des peuples de façon informelle qui existe. C'est-à-dire les peuples burkinabés
Maliens, Nigériens, Béninois, Ghanéens, Togolais, Ivoiriens, ils ont de fortes communautés pratiquement dans tous ces États. L'intégration et la pratique de migration et d'immigration font que ils se sentent concernés à chaque fois qu'il y a un développement économique de part et d'autre. Donc aujourd'hui, il s'agit de rendre formelle cette CEDEAO des peuples. Et la décision de l'Alliance des États du Sahel vient s'inscrire dans une dynamique de ne pas forcément rendre formelle cette CEDEAO des peuples. Donc aujourd'hui, oui, le peuple comprend la décision de ses leaders parce que le peuple est préoccupé par ces questions de sécurité qui menacent l'intégrité territoriale de ces trois États. Mais lorsque cette question de sécurité sera entièrement et totalement réglée, le peuple forcément aura d'autres aspirations. La liberté de circulation, que ce soit des personnes ou des marchandises, et tout ce qui va avec, viendra sur le tapis. Et ce même peuple, en ce moment-là, puisque ses besoins de sécurité seront déjà satisfaits, pourra demander et exiger même de ses leaders de faire un retour à la CEDEAO. Donc sur le plan géographique, culturel et stratégique, c'est clair et net que le Mali, le Burkina et le Niger reviendront à la CEDEAO, même si ce n'est pas aujourd'hui et peut-être dans plusieurs années. Après Niamey, on a constaté à l'issue de ce sommet, vous l'avez déjà dit auparavant, que le mot alliance a disparu du lexique pour laisser place à la confédération. Pourquoi selon vous? Oui, c'est normalement dans un processus d'intégration, il y a plusieurs niveaux. Et il y a d'autres qui préfèrent commencer par l'aspect singulier de l'économie, du commerce, et ensuite procéder à l'aspect politique, intégration politique, et enfin aboutir à ce que certains pourraient entendre par confédération. Et quand vous regardez l'Union européenne, elle a fait l'intégration économique parce qu'au départ, c'était l'alliance de charbon et tout ce qui va avec. C'était purement économique. Ensuite, ils ont dit, ben écoutez, allons-y dans la dynamique politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des élections dans chaque pays pour un parlement de l'Union européenne. Ils sont élus, contrairement au parlement de la CEDEAO où ils sont désignés. Et donc, ils ont atteint le niveau de l'intégration politique et on sait qu'il y a un lien très poussé entre la politique qui existe dans chaque pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit une montée du nationalisme, pas seulement dans un pays de l'Union européenne, mais dans plusieurs pays de l'Union européenne. Donc, l'harmonisation politique existe. Maintenant, l'étape finale, en général, c'est l'étape de confédération, où l'intégration est tellement matérielle qu'on a même une entité qui représente de façon très effective le processus de prise de décision et qui s'impose à toute l'Union. Aujourd'hui, les pays de l'AES décident de brûler toutes les autres étapes et de commencer directement par l'intégration politique. Et cette intégration politique n'est pas aussi facile qu'on peut l'entendre. Ils peuvent réussir, mais c'est conditionné à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est déjà l'économie. Quand vous regardez l'économie de ces trois pays, c'est pas pareil. Le second facteur, c'est le facteur politique. Est-ce que les différents acteurs politiques, excusez-moi, du côté du Mali, du côté du Burkina Faso et du Niger, sont prêts à se mettre ensemble et à créer des institutions politiques fortes qui pourront représenter les trois États? La réponse à cette question est difficile, surtout lorsqu'on sait que dans certains de ces trois pays, les acteurs politiques ont été écartés. Ce qui signifie que si aujourd'hui, on a, excusez-moi, une confédération qui naît par le biais des gouvernements de transition, la difficulté de durabilité de cette initiative existera. Que se passera-t-il lorsqu'on aura des leaders civils qui viendront remplacer les leaders de transition qui existent? Est-ce que la dynamique politique, les différentes institutions politiques qui seraient créées par ces gouvernements de transition pourront tenir dans le système de confédération? C'est pas évident, mais c'est une initiative qu'on comprend, qui peut se faire lorsqu'on a
ça peut se faire facilement lorsqu'on a des leaders de transition qui sont d'un régime militaire, parce que dans le régime militaire, on sait que les instructions sont données et le processus est fait. Mais dans les processus civils, il y a une sorte de démocratisation qui font que les discussions durent plus longtemps et que c'est tout un processus qui pourrait aboutir à une confédération. Alors, pour sortir de ce sujet, sommet de l'ASE, oui, mais certains estiment que le document final, c'était déjà entendu, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je ne vois pas pourquoi certains s'étonnent du document final, alors que il est clair et net que lorsque vous écoutez les discours de ces chefs d'État, c'est pas quelque chose de nouveau. Cela rejoint ce que nous avons dit plus tôt. C'est un sommet qui est beaucoup plus symbolique que constructif de façon, disons, par rapport au contenu de ce sommet. Ce sommet n'apporte pas un contenu nouveau, mais ce sommet manifeste quelque chose de nouveau en matière d'intégration régionale. Et donc, c'est symbolique. Le document aussi est symbolique. Et on espère que les prochains sommets de l'AES vont nous fournir beaucoup plus de la matière disons, à apprécier. Et là, c'est quelque chose d'assez pertinent. Alors là, nous partons du Niger pour le Nigeria, sommet de la CEDEAO. Abuja choisi pour la rencontre sommet de la CEDEAO. Abuja a abrité les conciliabules, comme dirait l'autre, côte à côte, même. Ouais, Niamey au Niger, Abuja au Nigeria. Si on essaie de rester dans une dynamique compétitive, on dira que c'est un timing qui a été calculé de part et d'autre. Et on sait que les États ne décident pas sur un coup de tête. Tout est planifié, tout est préparé. Ce qui signifie que le sommet de l'AES a été préparé et que la CEDEAO naturellement a été préparée. Côte à côte, aussi dans une perspective de montrer que oui, vous avez votre cadre de réflexion. Nous avons aussi un cadre de réflexion. Maintenant, quand il s'agit de regarder et d'apprécier les contenus, de l'autre côté de la CEDEAO, il semblerait, selon les informations, que la perspective ou l'envie de ramener les trois États au sein de l'institution existe et aujourd'hui est même considérée comme une priorité. De telle façon qu'ils ont décidé d'avoir un médiateur. Et ce médiateur, selon les informations, est bel et bien le président Diomaye Faye, qui a été désigné par ses pairs. Le bleu. Le bleu est un très bon bleu qui peut devenir vert ou jaune, qui est la couleur dominante de tous ces États. C'est clair. Pourquoi? Parce que effectivement, il bénéficie de cette crédibilité qui est nécessaire lorsqu'on parle de médiateur. Un médiateur qui a des chances de réussir a besoin de deux choses principales. La première, c'est sa capacité à rassembler les acteurs à la table de négociation et à pouvoir les amener à les écouter, à appliquer ce qui pourrait être décidé. Et la deuxième chose, c'est la crédibilité. C'est-à-dire la disposition ou prédisposition des parties protagonistes à écouter ce médiateur. Sur les deux aspects, le Sénégal a beaucoup plus de crédibilité en matière de capacité à être écouté par les deux acteurs que de crédibilité en matière d'expérience dans la médiation. Et c'est cela qui pourrait poser problème. Est-ce que le Sénégal, et je veux parler ici du président Diomaye Faye et du premier ministre Sonko, auront le tact nécessaire pour pouvoir concilier les intérêts des deux parties. Oui, mais alors, lorsque vous voyez ce médiateur-là, il ne ressemble pas à quelqu'un qui porte des gants. C'est ça. Alors que ici, je peux me tromper, c'est vous le consultant, alors qu'ici, il faille vraiment quelqu'un qui va porter des gants pour essayer de ramener les uns et les autres à la table de négociation. Je peux vous confirmer qu'il ne faudra pas seulement porter les gants, il faudra même porter des soutanes et des boubous. Et là, bon, ils portent déjà des boubous. Ajoutons la question des gants. Oui, c'est pertinent ce que vous dites. Parce qu'il s'agit ici de trouver le moyen de ne pas frustrer ceux de l'AES
et aussi de ne pas frustrer ceux de la CEDEAO. Et quand vous regardez cette perspective, vous constatez qu'au niveau de la CEDEAO, tout est en train d'être fait depuis un certain temps pour ramener les États de l'AES. Mais de l'autre côté de l'AES, il y a cette envie de vouloir donner une leçon à la CEDEAO qui semble ne pas encore être passée. Donc on espère de part et d'autre que les différents acteurs vont comprendre que en dehors de leurs considérations personnelles ou individuelles, il y a l'intérêt des peuples de l'Afrique de l'Ouest qui doit se jouer et que ce serait constructif de revoir les trois pays à la table de négociation avec la CEDEAO. Alors comment expliquez-vous cette guerre médiatique qu'il y a eu avant ces deux sommets? Alors, c'est tout à fait compréhensible et c'est pour cela que les médias ont un rôle capital dans le déroulement de tout ce qu'on peut appeler comme négociation et même développement politique. Et c'est l'utilisation des médias pour faire de la guerre qui est même le problème le plus pertinent aujourd'hui ici. Si on s'en tient même à tout ce qui a été dit dans les médias, on a lu par-ci et par-là que la CEDEAO avait décidé maintenant d'imposer des visas et ensuite ça a été démenti, ainsi de suite. Je pense que... Oui, mais il y a l'information, il y a, comme dirait l'autre aussi, l'esprit de l'information. Donc, quand le président de la commission avance certains propos, ma foi, certains ont tenté de lire entre les lignes. Et lorsqu'ils ont décidé de lire entre les lignes, c'est ce que tout le monde a lu sur les différents canaux de communication. Je suis content que vous parliez de la tentative de lire entre les lignes. Et en tant qu'experte, vous allez certainement me dire que ce n'est pas ça le travail des journalistes en général. C'est le travail d'une certaine catégorie. Et je pense que cette tentative parfois conduit à envenimer les situations. Et c'est ce à quoi on a assisté un peu pendant toute la période de cette crise entre la CEDEAO et ces pays dirigés par des régimes militaires. Mais aujourd'hui, cette guerre est en train de changer. Il y a beaucoup plus de responsabilité de la part d'un certain nombre de médias et aujourd'hui, c'est tellement nécessaire que cette responsabilité prenne le dessus pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation assez délicate et difficile à gérer. Alors, la CEDEAO traverse actuellement des crises et ça, ce n'est un secret pour personne. Mais comment comprendre qu'un tel sommet d'une importance que tout le monde sait, il y a Patrice Talon du Bénin qui n'était pas là, qui était représenté, Ouattara de la Côte d'Ivoire qui n'était pas là, et bien entendu, Faure Gnassingbé du Togo. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment une question pertinente. Et si je dis que et j'attends ma réponse, j'attends la réponse du consultant qui sait souvent lire entre les lignes. Bon, s'il faut réellement avoir les réponses les plus efficaces, il faut les poser à Faure, au président Faure, au président Ouattara et au président Patrice Talon. Mais si vous voulez une lecture entre les lignes, je vais m'y prêter pour vous dire que il y a des priorités au niveau... Les cas sont différents. Je commence par le Bénin. Vous savez, le Bénin, dans un passé très récent, pour ne pas dire dans un présent continu, est en train de traverser une situation assez délicate avec le Niger. À l'origine et quand vous faites l'historique, vous vous rendez compte que la CEDEAO, quelque part, a sa part de responsabilité dans le processus. Ce qui est étonnant, c'est que la CEDEAO n'a pas mené une tentative, une démarche pour intervenir dans cette situation qui existe entre le Bénin et le Niger. Alors que la même CEDEAO avait pris des initiatives lorsqu'il y avait un problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On a vu la démarche exactement par rapport à des soldats, des militaires ivoiriens qui se sont retrouvés sur le sol malien. Donc c'est tout à fait compréhensible que dans une perspective diplomatique, que le Bénin décide, parce que le Bénin a plusieurs sujets assez chauds, que le président Patrice Talon envoie quand même une délégation pour montrer qu'il est intéressé, mais qu'il est préoccupé par ce qui se passe. De l'autre côté de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en train de traverser une période assez intéressante par rapport à la politique et aux perspectives des élections. Il fait pas bon de rester loin du siège, du fauteuil. Bon, vous l'avez dit. C'est pas un banc, c'est pas un banc, mais c'est un fauteuil. Vous l'avez dit, donc plus besoin de continuer l'analyse. Mais exactement, c'est ce dont vous parlez. Les déplacements sont
très calculé. On a lu dans certaines presses, on ne sait pas si c'est vérifié, qu'il y a même des producteurs de cacao qui ont décidé de payer la caution pour un autre mandat du président Ouattara. Donc c'est assez compliqué. Maintenant, si il vous vaut mieux revenez être à la maison. si vous revenez à Lomé, bon, je ne vais pas vous le dire, Lomé a fait une révision de son système de fonctionnement et jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même quelques poches de résistance qui continuent d'attirer l'attention. De façon stratégique, dans tous ces pays que vous avez cités, c'est pas forcément évident de sortir pour aller à un sommet. Mais ils ont tous, quand même, en envoyant des représentants, montré qu'ils étaient intéressés par la question et peut-être lancer un appel à la CEDEAO, que la CEDEAO ferait aussi bien de s'intéresser à ce qui se passe de leur côté. Lorsqu'on regarde aussi un peu les décisions issues de ce sommet de la CEDEAO, pratiquement, nous n'avons rien à nous mettre sous la dent. Pourquoi? Alors, vous l'avez dit, c'est pas qu'on n'a rien quand même à se mettre sous la dent, même si on aurait voulu avoir plus. On a un petit toffee à se mettre sous la dent, c'est ça? Oui. D'accord. On se contente du toffee alors. La désignation du président Diomaye Faye montre quand même que la CEDEAO, quelque part, est à l'écoute. Elle est à l'écoute aujourd'hui, plus qu'hier, de ce que la population ouest-africaine, de façon polémique, souhaite. Il y a cette volonté aujourd'hui assez manifeste de la CEDEAO, une CEDEAO qui dit que même les forces en attente ne s'occuperont plus du tout de tout ce qui est putschiste et des questions de démocratie, mais qu'ils vont se mettre ensemble avec et qu'ils souhaitent collaborer avec les pays de l'AES pour régler la question du terrorisme et de l'insécurité dans le Sahel et le Golfe de Guinée. Je pense que c'est des perspectives qui méritent quand même qu'on dise que oui, la CEDEAO a décidé de regarder la chose de façon constructive. Maintenant, le timing reste à voir. On espère que cette CEDEAO va fournir au médiateur désigné, le président Diomaye Faye, tout ce qu'il faut vraiment pour ramener, ne serait-ce que dans une perspective de coopération, même si ce n'est pas les faire revenir directement, mais dans une perspective de coopération où il peut y avoir des accords qui vont maintenir la dynamique d'intégration régionale, où on pourra toujours continuer d'avoir une libre circulation des personnes et des biens et peut-être une harmonisation effective des forces de tous ces pays pour lutter contre le terrorisme. Parce que si l'AES arrive à trouver le mécanisme de lutte efficace contre le terrorisme et que la CEDEAO, par contre, n'arrive pas à le faire, l'AES ne sort pas de l'auberge. Et si la CEDEAO arrivait à le faire et que l'AES continue de vivre les sévices du terrorisme, la CEDEAO n'est pas sortie de l'auberge. Donc c'est une problématique ouest-africaine. Toutes les institutions de l'Afrique de l'Ouest qui sont dans un processus d'intégration devraient pouvoir se réunir autour de la question et trouver une solution effective. Alors, pour sortir de ce sommet de la CEDEAO, certains citoyens de l'espace communautaire estiment que le président du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu, n'a pas véritablement l'étoffe d'un rassembleur, d'un leader, mais il a plus l'étoffe d'un vat en guerre. Alors, confier encore les rênes de l'institution, la conférence des présidents au président nigérien pourrait éventuellement encore déplaire aux gens de l'ASE, même si ils avaient déjà l'intention quand même de revenir. Je pense que c'est assez compréhensible que certains pensent ainsi, mais il faut noter que le président Bola Tinubu n'est plus le même qu'il était lorsqu'il a pris les rênes du Nigeria. Il a pris les rênes du Nigeria avec une dynamique assez forte. Première déclaration, no more fuel subsidies. Plus de subventions. Et il a été ferme. Mais sa fermeté est en train d'être remise en cause parce que le caractère effectif de cette décision, même à l'interne, pose problème. Et aujourd'hui, il subit les frais. Ensuite, sa ferveur à vouloir en finir avec tous ces coups de force et ces menaces de la démocratie entre griffes, je le mets en griffes parce que le débat est ouvert. La question de la démocratie, normalement même, devait faire objet de certains sommets ou colloques de la CEDEAO, histoire de revoir
ce qu'on entend par démocratie et de voir des situations dans lesquelles un coup de force ne devrait pas forcément entraîner à des sanctions de cette envergure, de trouver la méthodologie la plus efficace pour gérer ce genre de situation et éviter de pareilles situations. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a l'expérience professionnelle qui joue un rôle capital. Et cette expérience professionnelle amène le président Bola Tinubu qui, hier, montrait à quel point il fallait lutter contre ces putschistes, aujourd'hui qui dit que les forces en attente ne seront plus destinées du tout. C'est le même qui fait cette déclaration. Et je pense qu'il est suffisamment entouré par des experts, des généraux, qui pourront faire en sorte qu'il ne s'écarte pas de la dynamique de l'ensemble. Je pense donc que oui, certains ont raison de voir sa présidence comme étant un problème, mais non, il y a de l'expérience professionnelle qui est passée par là et il y a des réalités qui changent. Ce qui a changé en France, c'est les résultats issus des législatives. Là, nous abordons le dernier sujet de cet après-midi. Législatives 2024 en France, les grands enseignements. Second tour des législatives, 67,5% de taux de participation. Oui, c'est assez clair. Le peuple français a compris qu'il était vraiment important de sortir et de s'exprimer parce que l'enjeu est grandiose. Je ne dirais pas était, parce que l'enjeu continue d'exister. Sortir apparemment pour s'exprimer dans le sens de la dynamique des acteurs politiques qui sont allés à un compromis pour faire un barrage. Et c'est ça qui est impressionnant. On a des acteurs politiques qui se sont vus dans une nécessité de barrer la voie à d'autres acteurs politiques parce qu'ils estiment que ces acteurs politiques constituent une menace pour le bien-être social de la France. Oui, c'est très bien. La question qu'on se pose aujourd'hui et la grande leçon qui est que techniquement, il n'y a pas forcément de leçon à donner en matière de démocratie à d'autres pays. Ouais. C'est qu'on a des partis politiques qui s'unissent simplement pour faire barrage. Maintenant, le barrage est fait. C'est quoi la suite? D'accord. Justement, parlant de suite, avant de parler de la suite, Morgane Assogba-Metondji, dites-nous un peu, qu'est-ce qui se jouait concrètement pour ces législatives? On a vu, au lendemain des européennes, le président Emmanuel Macron qui décide de la dissolution totale du Parlement. 3 semaines après, les Français se rendaient aux urnes pour le premier tour. On a vu le Rassemblement national créer un raz-de-marée, des inquiétudes, ça pleurait de partout. Second tour, la gauche revient maître du jeu. Qu'est-ce qui se jouait concrètement pour ces législatives en France? Pour ces législatives, il y a une notion de démocratie qui était importante à démontrer. C'est-à-dire, la démocratie souhaite que le peuple soit au centre de la plupart des décisions. On comprend le président Macron donc qui, dans cette capacité d'intégration forte qu'on a à l'Union européenne, a compris le message du peuple français qui a donné énormément sa voix au Rassemblement national lors des élections européennes. Du point de vue démocratique et de la capacité à écouter le peuple, c'est une idée compréhensible. Mais c'était un jeu risqué pour lui. C'est toujours risqué, la politique est risquée. Et c'est pour cela qu'il faut avoir des personnes qui sont capables de prendre des risques et d'assumer les conséquences de ces risques. Et qui mettent des organes à des moments donnés. Bon, vous savez, les organes, on ne peut pas les séparer de l'être humain. Donc, si certains y mettent assez, on comprendra parce qu'ils ont des organes très sensibles. Il y a d'autres qui ont des organes très, on ne va pas dire insensibles, mais moins sensibles. Donc, c'était clair et compréhensible qu'ils choisissent l'option de reposer la question au peuple français. Est-ce que la politique que moi, en tant que président et mon gouvernement et mon parti politique, nous menons, continue de bénéficier du soutien du peuple français? Et la réponse a été donnée très clairement au premier tour des élections. Non. Nous ne voulons plus que vous continuiez dans cette dynamique. Alors, face à ce non, il y a une option qui semble être faite. L'option du Rassemblement national, qui pendant longtemps a été considérée en France comme une option pas viable et même pas envisageable. Mais les choses ont changé aujourd'hui.
Les choses ont changé, pourquoi? Parce que il y a des aspects de la question qui constituent des faits au quotidien pour les Français. La question de la sécurité, la question de l'immigration qui est liée à la sécurité, la question de l'économie et du tissu social en France. Et les Français étaient dans une dynamique de voir des réponses normalement à ces enjeux. C'était le débat lors du premier tour. Mais au second tour, pour ne pas dire deuxième ou second, tout dépend de là où vous vous inscrivez. À ce tour-là, on a vu le débat politique changer. Les enjeux qui devraient être au cœur des discussions ont disparu pour laisser place à l'initiative absolue de faire barrage au Rassemblement national. C'était ça les discussions, c'était ça les débats, c'était ça la campagne au niveau du deuxième tour des élections en France. Et là, on se rend compte que même au cours des élections, dans une démocratie aussi ancienne que la France, les questions d'idées, les débats d'idées ne sont plus forcément les enjeux à des moments donnés. Parce qu'il n'y a pas eu forcément débat d'idées. Il n'y a pas eu de projet qui soit débattu lors du deuxième tour. C'était toutes les stratégies à mettre en place pour que le Rassemblement national ne passe pas. Justement, ça me permet de vous reposer cette question. Pour certains, lors de cette législative, la gauche et le Rassemblement national jouaient leur va-tout. Pourquoi surtout la gauche et ces deux partis? C'est vrai, le parti d'Emmanuel Macron était là, mais la gauche et le Rassemblement national, c'était vraiment ces deux pôles de la politique française qui étaient très attendus. Est-ce que, résultat des courses, vous avez été déçu ou alors les paris n'ont pas raté? Non, moi je n'ai aucunement été déçu. Je constate le caractère vibrant de la démocratie française et je constate aussi la dominance des politiques au niveau de la démocratie. Vous savez, quand on parle du caractère vibrant, on parle de la capacité du peuple à s'exprimer. Mais quand on parle du caractère dynamique des politiques, on parle de la capacité à faire des compromis pour trouver l'option qu'on souhaite. Et c'est ce que la gauche a su faire avec le centre. Pourquoi? Parce que au niveau du deuxième tour, c'était plus forcément le peuple français. Le peuple français s'est exprimé au premier tour. Et tout était clair. Et c'est ce qui a poussé les acteurs politiques à sortir. À nouer des alliances. Exactement. Parce qu'ils ont compris que si on doit laisser le peuple s'exprimer, le peuple est en colère. Le peuple ne veut plus d'un certain nombre de choses. Et si on doit aller dans ce sens, ce n'est pas forcément bon pour leur politique. Et c'est ce qui a amené à ce qu'on ait ces compromis, ces alliances pour avoir le résultat. C'est un bon résultat dans le sens où cela va dans la dynamique peut-être d'empêcher qu'on ait un comportement qui ne soit pas constructif pour le président Macron. Au fait, celui qui sort techniquement gagnant de ce qui vient de se passer, c'est le président Macron, contrairement à ceux qui se dit qu'il sort perdant. Donc là, maintenant, il s'agira de voir comment est-ce que les différents partis qui se sont mis ensemble au niveau du NFP arrivent à harmoniser leur programme. Et justement, parlant de ça, est-ce que le choix du Premier ministre sera quelque chose de facile pour le président Emmanuel Macron? Parce que nous avons suivi tout juste Mélenchon, Philippe Mélenchon, juste après les premières tendances, il est monté au pupitre, et bon, comme toujours, il a dit ce qu'il avait, il a vidé son sac. Mais aujourd'hui, s'il faille choisir un Premier ministre, est-ce que ce sera une équation facile pour le président Emmanuel Macron? L'équation est tellement complexe que vous l'avez perçue déjà même avant de poser votre question. Elle est complexe parce que juste après le discours de Mélenchon, le président Macron a aussi s'est exprimé et il a dit qu'il fallait être prudent. Il a demandé à M. Mélenchon d'être prudent parce qu'il a estimé que c'est aller trop vite en besogne que de référer et de donner des références par rapport à qui devrait être Premier ministre. Et on a du mal à croire aujourd'hui, surtout si on va comprendre les différents accords qu'il y a eu, que le choix soit porté directement sur Mélenchon. Donc il y aura plusieurs discussions, plusieurs négociations. Mais une chose est sûre, le Premier ministre pourrait éventuellement sortir de la gauche.
La possibilité Je dis, existe. pourrait. La possibilité existe parce que le rôle de la gauche dans cette victoire est clair. Il y a eu vraiment un soutien venant de la gauche. Quand vous regardez même les résultats, vous vous rendez compte que la gauche a réellement apporté un plus. Vous avez l'ancien président qui a décidé Ah oui, il y avait le feu à la de maison. revenir en tant que député. Donc Quand tous les ces baobabs paramètres, commencent à sortir, c'est que c'était chaud c'est patate, hein. important. Voilà. Alors justement, parlant de ça, certains Français ont reconnu, certains analystes français même ont reconnu que lors de ces élections, les jeunes et les seniors ont quand même été déterminants, hein. Ils sont massivement sortis pour voter. Alors, pourquoi la réticence au premier tour et l'engouement au second tour? Au premier tour, il n'y a pas eu de réticence. Je pense qu'il n'y a pas eu de réticence. Il y a juste eu... il y a eu une expression du peuple français, vous savez. Ce qui s'est passé au second tour, c'est bel et bien la motivation ou le travail des acteurs politiques. Et le travail de ces acteurs politiques s'est fait dans une dynamique très claire. Et conformément à leur dynamique, ils ont attiré l'attention des jeunes et des personnes âgées sur la nécessité de ne pas laisser le Rassemblement national arriver au pouvoir. C'est le travail des acteurs politiques qui s'exprime par rapport à ce qui s'est passé au second tour. Et mieux, vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez ces deux groupes, les seniors et la jeunesse, quand vous regardez les différentes crises que la France a subies, la crise des gilets jaunes, c'est par rapport au tissu économique. Et les jeunes sont concernés au premier plan. Ouais. Maintenant, pour ce qui est de la retraite, c'est les seniors, où on leur demande de travailler 2 ans de plus et que la situation même par rapport à leur retraite n'est pas encore très claire. Et vous voyez ce qu'offre la gauche et le Rassemblement national par rapport à la retraite semble être assez intéressant. Donc, tous ces éléments montrent que c'est au fait les cibles concernées au premier plan qui se sont davantage exprimées, et c'est surtout grâce à la capacité de mobilisation des acteurs politiques au second tour. Où est passée la droite française? Alors, c'est une question importante. C'est un peu comme le jeu de Jacques Où es-tu auquel nous nous sommes habitués. On était tout petits. Voilà. Puis maintenant. Oui, la droite française est en train de se chercher. Et je pense qu'elle est aussi en train de se reconstruire. Et ce devrait être le travail aussi des centristes aujourd'hui. Et on a vu Bayrou qui allait avec la gauche, hein, qui a noué des alliances avec la gauche. Donc peut-être que la droite aurait pu faire pareil. C'est pareil avec les LR. Et vous avez aujourd'hui les LR, pays et autres. Oui, il y a des combinaisons qui font aujourd'hui que la droite est naturellement remise en cause. Et donc, quand mais est-ce qu'en politique, on doit être orgueilleux? Est-ce qu'il faut un orgueil en politique? Nous avons tous vu, hein, on a vu la descente aux enfers de la droite française. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a toujours une droite en France? Il y a une droite. Mais elle est où? Elle est en train de se reconstruire. Et c'est ce qui est nécessaire dans tout développement cyclique. Mais aujourd'hui, cette droite est surtout absente à cause de la gestion qui a été faite de l'animation de la vie politique en France par cette droite-là. Et elle est en train de payer le prix de ses erreurs. Aujourd'hui, ce qui est important pour cette droite française, c'est de se reconstruire. Est-ce qu'on a effectivement des éléments qui montrent qu'elle se reconstruit? C'est tout un autre débat. Et ce serait pareil pour les centristes, qui aujourd'hui sont arrivés techniquement à l'apogée. Ils sont en train de connaître la chute et qui devraient déjà commencer par s'organiser pour ce qui est du renouvellement de la classe politique et pour ce qui est de l'animation de la vie politique. Contrairement à ce que certains pensent, le Rassemblement national qu'on a aujourd'hui n'est plus le Rassemblement national qu'on avait il y a quelques années. Et cela fait en sorte qu'aujourd'hui, le peuple semble s'identifier beaucoup plus la dynamique du monde actuel. Et ce n'est pas qu'en France, c'est un peu partout dans le monde.
Argentine, États-Unis, même dans certains pays africains, on a cette tendance qui se développe aujourd'hui à se retourner sur soi-même et à travailler à satisfaire les besoins des populations internes plutôt qu'à s'inscrire dans cette dynamique de mondialisation et d'intégration du monde entier en un village planétaire. Et c'est ce qui est en train de secouer le monde entier et la France n'y échappe pas. Alors oui, c'est vrai, la France n'y échappe pas. Alors le président Macron, il va proférer un diable qu'il connaît, un diable qu'il ne connaît pas. Je pense que le président Macron n'a rien à perdre, n'a plus rien à perdre aujourd'hui. Et je pense que dans cette dynamique du fait qu'il n'a plus rien à perdre, il va écouter son cœur. Et son cœur peut aller n'importe où, hein. Quelles que soient les critiques aujourd'hui, il va falloir qu'il trouve le mécanisme et le courage d'abord de choisir un leader qui conviendrait à la dynamique politique qui a remporté ces élections. Et peut-être qu'il va, au lieu d'imposer un choix, ouvrir les discussions et le faire de façon démocratique. Et je suis persuadé que ce sera l'option qu'il pourrait choisir. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de Zaï Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce 8 juillet 2024 où nous avons parlé du sommet de l'AS qui s'est tenu du côté de Niamey, du sommet de la CEDEAO qui s'est tenu du côté du Nigeria. Nous avons terminé par les législatives françaises. On a parlé des grands enseignements. J'ai reçu pour vous Morgane Assogba Tondi. Merci Morgane. C'est un plaisir. Toute l'équipe vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le lundi prochain pour décrypter d'autres actualités. Ça se passe tous les lundis sur Zaï Télévision, la télévision de l'excellence.